Bonjour, bonsoir déjà à tous et à toutes. Je vais présenter une partie de ma thèse au sein d'un projet qui est porté par des anthropologues et des écologues. Quelques-unes et quelques-uns sont présents dans cette salle. Donc on se demande aujourd'hui si l'usage pastoral façonne-t-il la composition de la communauté végétale et les caractéristiques du sol dans le nord-est de l'Andalousie en Espagne. Premièrement, je vais vous parler un petit peu des rapports au milieu. C'est une question qui se pose depuis les origines de plusieurs disciplines. On a des anthropologues dans les projets, donc je vais citer une approche plutôt qui vient de l'anthropologie de la nature, qui a été développée pas mal pour Lévi-Strauss et toute l'école, par exemple, aujourd'hui, de Philippe Descola, qui s'intéresse plutôt aux les dimensions symboliques, c'est-à-dire ce qui représente les non-humains, les animaux, les plantes chez les humains. Mais d'un autre côté, on a des approches plutôt, on pourrait dire, matérialistes, qui s'intéressent à l'usage et comment l'usage va façonner les rapports au milieu. Et dans ces cadres-là, on a un cadre conceptuel assez utilisé aujourd'hui, qui a été proposé par Elinor Ostrom, qui c'est le cadre conceptuel des systèmes sociologiques, qui va essayer de comprendre si l'usage d'une ressource commune, notamment, c'est durable dans le temps. Cette approche-là vient des analyses institutionnelles qu'elle a développées avec son équipe de recherche, et c'est à la fusion de la littérature des communs et aussi la littérature de la résilience écologique et sociale. Donc on a ici les cadres conceptuels des systèmes sociologiques qui s'intéressent notamment aux communs. Et dans ces cadres-là, on a un côté social, qui est la partie à votre droite. On a la gouvernance, on peut s'intéresser aux règles qui sont mises pour gérer la ressource. On a les acteurs qui peuvent être liés de manière directe ou indirecte à cette action qui est au centre, qui c'est l'action d'usage de la ressource. Et cette ressource commune, ça peut être le pâturage, qui va être notre cas dans cette présentation. Et on peut s'intéresser par exemple à la répartition spatiale et temporelle de cette ressource. Et cette ressource est insérée dans un système de ressources qui c'est tous les processus sociaux, des techniques et même écologiques qui sont derrière la génération et aussi derrière la maintenance de cette ressource. Avec ces lunettes, on part sur le terrain. Notre terrain d'étude, c'est les montagnes de Castril, Santiago et Pontones. C'est trois municipalités qui sont au sud de l'Espagne, au nord-est de l'Andalousie. Et là, on a trois communautés de vergers qui sont contiguës. Vous voyez bien que dans les parties sud, on a la communauté de vergers qui vient de Castril. Au centre, on a Santiago, et au nord, on a Pontones, et ici aussi, on a Pontones. Donc, on a trois communautés de vergers qui se sont organisées dans trois différents systèmes de gouvernance, qui ont des trajectoires bien sûr différents conflits, différentes histoires. Mais ils partagent les mêmes hauts plateaux de montagne, qui est entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. On a beaucoup la neige pendant l'hiver. Pour ça aussi, ils sont obligés de descendre. Et on a une roche plutôt calcaire ou dolomite. Et on a un pluie entre 700 et 500 mm les dernières années. Comme pratique ici, les vergers font la transhumance. Et cette transhumance peut être courte ou longue. Ceux qui font la courte transhumance vont rester à Pontones, qui c'est à un jour des estives. Et ils vont arriver aux estives plutôt début mai. Quand il n'y a plus la neige, ils vont monter rapidement. C'est un cours. Et après, on a aussi les vergers qui vont à Sierra Morena, que c'est à peu près 100 km des estifs qu'on est en train d'étudier. Mais eux, ils vont rester jusqu'à fin mai et début juin dans les zones d'hivernage. Et ils vont monter jusqu'aux estifs et ils vont arriver plutôt début juin. Et ils font une transhumance d'à peu près 7 jours, qu'on a eu la chance de pouvoir le faire avec eux l'année dernière. Donc, à partir de ce décalage d'arrivage sur les estives, on fait l'hypothèse que là où il y a des bergers qui font la longue transhumance, il pourrait avoir un effet positif sur les plantes vivaces, du fait que les plantes vivaces sont particulièrement sensibles au broutage pendant la saison de croissance, pendant le printemps. Donc, pour cette présentation, et cet scénario nous permet une comparaison des manières de gérer les estives, étant donné qu'on a des gouvernances différentes et on a aussi des pratiques pastorales liées à la transhumance, à la mobilité spatio-temporelle des bergers. Donc on pourrait se poser la question de, premièrement, identifier si ces différentes gouvernances et pratiques des bergers façonnent des différents assemblages de plantes et mettant en évidence des espèces indicatrices.
Et deuxièmement, on se pose la question de l'effet des variables liées au sol et au pâturage sur la communauté végétale. Comme méthodologie, premièrement, on a fait une ethnographie avec les collègues anthropologues pour essayer de caractériser la gouvernance locale et les pratiques des bergers. Et cette ethnographie nous a permis de situer les bergers aux estives. Chaque bulle jaune ici, c'est où il y a un berger ou deux bergers, parfois ils partagent une unité pastorale. Mais bien sûr, ici, il n'y a pas de barrage, donc il fallait aller avec eux sur les estives pour voir un peu comment ils se situaient, comment ils partageaient ou comment ils savaient aussi des conflits. Et avec l'ethnographie aussi, on a eu l'information liée à la date d'entrée aux estives, qui varie, comme je disais, entre début mai jusqu'à début juin. Il y a quelques zones qui arrivent mi-mai, par exemple. Et aussi, on a calculé un indice de pâturage, qui c'est combien de bêtes, notamment des moutons et chèvres, qui sont ce qui est élevé ici, divisé par l'hectare de la unité pastorale. Et on a considéré aussi les jours que les bergers sont aux estives. Après l'ethnographie, l'année dernière, on a été 5 mois sur le terrain en faisant l'ethnographie, et à la fin, cette information nous a permis de spatialiser les bergers et après commencer l'approche plutôt écologique. On a identifié une communauté cible, que c'est la communauté qui a un intérêt aussi pastoral, qui est pas mal mangée pour les moutons et les chèvres. Donc on a visé la communauté des plantes vivaces chérophiles et il fallait identifier cette communauté dans chaque comarca, dans chaque unité pastorale. Parfois, c'était pas très facile de la trouver parce que la zone est un peu grande. Mais quand on a trouvé la communauté végétale, on a fait des relevés floristiques et on a fait à la fin 20 sites transects dans toute la zone d'études. Et on a essayé d'équilibrer les transects par si la transhumance était longue ou courte. Et on a aussi essayé d'équilibrer au maximum par chaque communauté de bergers, Castril, Santiago et Pontones. On a fait des points de contact modifiés. On a recensé toutes les espèces chaque 10 cm au cours d'un transect de 10 mètres. On a compté les contacts, tous les contacts pour chaque espèce. Et aussi, on a compté les sonous, la mousse, la litière et les rochers. Aussi, on a eu une approche pour évaluer les variables liées au sol. Bref, on a fait la profondeur, l'azote, le carbone total, la matière organique aussi. Et on a mesuré aussi 12 indicateurs de pâturage, qui sont 12 indicateurs indirects, les FSS, avec des cadres. Et aussi, à la fin de la saison d'utilisation des estives, au mois de novembre, on a évalué de manière visuelle l'impact du broutage sur la végétation à travers un taux d'utilisation des plantes. Comme premier résultat, pour adresser la première question, est-ce qu'on voit une différenciation de la végétation par rapport au commun, au type de transhumance? On voit clairement que c'est assez chevauché, superposé. On voit à votre gauche les communs, Castril, Santiago, qui est superposé à Pontones, mais on voit quand même une différenciation de Castril et on voit plus de diversité de plantes à Castril. Et par rapport à la type de transhumance, côté droite, on voit que la courte et longue transhumance sont assez superposées. Donc, de manière générale, on ne voit pas une différenciation de la végétation par rapport à type de transhumance, mais on voit quelques signaux floristiques, notamment à Castril, qui s'éloignent légèrement de Santiago et Pontones. Après, on a essayé d'avoir une approche plutôt au niveau d'espèces. Avant, c'était général. Maintenant, on se demande s'il y a des espèces indicatrices qui sortent par rapport à comment et transhumance. On a utilisé les INVAL qui évaluent l'abondance d'une espèce par rapport au nombre total dans tous les sites. Et aussi, on a vu la valeur B, qui c'est la fidélité d'une espèce, combien c'est l'occurrence d'une espèce dans un groupe donné. Et par comment, on voit que Castril, c'est pas très étonnant, en regardant les résultats que je viens de vous montrer, on a quelques espèces qui sortent, il y a plus d'espèces indicatrices qui s'éloignent de tous les restes à Castril. On a quelques espèces comme Philocella ou Lotus, qui sont des plantes qui poussent dans des zones plutôt humides, dans notre zone d'études. Aussi, on a des espèces qui on pourrait dire que c'est des zones qui ne sont pas très pâturées, comme Onanis spinosa. Et aussi, on a des plantes qui sont, comme Aegilops, qui sont liées aux anciennes cultures, qui pourraient parler des anciens usages dans
lié à la longue transhumance. Et on a Trifolium campestre, qui c'est un peu étonnant. C'est une plante qui vient des terres plutôt plats. Et on pourrait faire l'hypothèse qui s'est amenée un peu pour les chèvres qui viennent de loin. Et après, sans faire des présupposés, de manière générale et à manière d'espèce indicatrice, on voit qu'il n'y a pas trop de différences. Mais si on ne fait pas les présupposés des communs au titre de transhumance, on a fait une méthodologie des clusters non hiérarchiques. Et on voit quand même qu'il y a des groupes de transectes qui s'éloignent des autres. Par exemple, ici en bas, on a 3 transectes qui sont du même système de gouvernance, de Castril. Et on voit les espèces qui sortent, qui sont des espèces. Aussi, on a des groupes de transectes. Il y a Poaligulata, par exemple, qui est des plantes annuelles. Donc, peut-être des sons un peu perturbés pour les pâturages. Et on a des transects qui sont liés aux plantes qui ont vissé premièrement, comme Fetuca hystrix et Arenaria tetraqueta, qui sont des plantes vivaces, qui donc pourraient être indicateurs des groupes de transects qui ne sont pas pâturés par rapport aux autres. Après, pour répondre à la deuxième question, on a fait une RDA pour voir les influences du sol et du pâturage sur la communauté végétale. Et dans les premiers axes, on a des variables plutôt liées au sol, comme la carbone total, dans le côté positif de l'axe. Et de l'autre côté, on a la chromaticité qui part des sols clairs, donc pas très organiques, et la profondeur du sol. Et on a inclus dans cette analyse les coordonnées géographiques de chaque transecte. On voit qu'il explique pas trop la inertie totale expliquée par l'analyse, c'est un 12% qui est expliqué par les coordonnées géographiques. Après, je vais vous parler plus des 12e axes qui nous intéressent un peu plus dans ces cadres-là, parce que c'est plutôt des variables liées au pâturage. Je ne suis pas là, j'existe pas. Hein? Ah bon? Merci. Et après, on a ici en bas des côtés négatifs de l'axe 2 des sons qui pourraient être des transects ou des déclinaisons de cette communauté végétale qui sont perturbées par les pâturages. On a une forte densité apparente, on a une forte chromaticité, donc des sols plus organiques. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la profondeur sociale est liée à cet axe-là, mais on voit la densité des plantes dans les côtés positifs de cet axe. Et donc la densité des plantes peut être liée à des sols plutôt sèches ou qui peuvent être liés à la profondeur. Mais comme ce ne sont pas liés, on pourrait dire que cette densité des plantes, c'est plutôt lié au pâturage. Donc ici, dans la zone positive de l'axe 1, on pourrait voir des zones de notre site qui ne sont pas très pâturées, et on a la communauté présente avec une grosse abondance de Fetuca hystrix, que c'est la plante qu'on visait dans notre étude. On a la litière et la matière organique qui sont aussi liées à cette densité de plantes. Et en bas, on voit des plantes qui sont comme Poaligulata et Coeleria valesiana, qui pourraient être des plantes qui sont liées à des zones perturbées par les pâturages. Et aussi sort une Minoarchia hydrida, qui est une plante annuelle, qui pourrait être aussi liée à des zones perturbées par les pâturages. Pardon. Donc, à manière de discussion, premièrement, on voit une différenciation floristique réduite en fonction de la transhumance et de la gouvernance, mais on voit quand même qu'il y a une pression de pâturage qui fait une différenciation de la végétation dans ces systèmes d'études. On voit où il n'y a pas trop de... Donc, où il y a un taux d'utilisation des plantes assez faible, on voit des communautés qui sont à forte présence de Festuca hystrix, qui ont beaucoup de matière organique et d'azote total, aussi de litière. Et de l'autre côté, on voit des plantes, on a une communauté végétale où il y a beaucoup de moutons et de chèvres qui sont liés à des sons avec forte chromaticité et densité apparente. Donc, on pourrait conclure en regardant un peu la littérature, qu'un fort pâturage pourrait entraîner à l'augmentation de la densité apparente et la perte aussi d'éléments nutritifs du sol. Et aussi, on pourrait proposer Minoarchia hydrida et les plantes vivaces comme Poaligulata et Coeleria valesiana comme indicateurs des espèces pâturées, comme des espèces qui sont pâturées dans les estifs de Castril, Santiago et Pontones.
Et merci pour votre attention.